Alors, pendant que les invités s'installent, comme on nous a fait comprendre que le temps était compté, on va essayer d'être encore plus efficace. Euh, Laurent, tu l'as abordé, la transformation des usages, des outils et des pratiques engendrées par la digitalisation. Je préfère d'ailleurs ce terme de digitalisation au terme du numérique en règle générale. C'est un nouveau chapitre de la révolution, enfin des révolutions industrielles que nous avons pu connaître. Euh, il s'agit finalement d'un mouvement de fond dont la nouveauté, au final, ne s'inscrit pas forcément dans l'outil, mais s'inscrit dans l'accélération temporelle. Pendant un siècle, la nature de la révolution industrielle est restée finalement inchangée. Et dès le milieu du XXe siècle, l'apparition des ordinateurs a changé la donne et amplifié la rapidité des transformations que nous avons pu connaître. Et l'IA s'inscrit euh, dans cette histoire, même si au final personne n'avait été capable de prévoir les différentes évolutions et les conséquences de cette transformation. Alors pour nous accompagner sur le chemin de la compréhension, nous avons le plaisir de recevoir trois intervenants qui chacun nous apporteront leurs connaissances, qu'il s'agisse de comprendre une sorte de IA pour les nuls, d'analyser notamment le rapport entre humain et IA, et d'aborder les applications concrètes dans le monde RH. Alors j'ai très mal dormi cette nuit parce que j'ai très peur de d'écorcher son nom. Donc Bertrand Braunschweig, parfait, au revoir. Vous êtes directeur du centre de recherche INRIA, Saclay-Île-de-France, docteur à l'université Paris-Dauphine. Vous avez coordonné de nombreux projets internationaux et de recherche sur l'IA. Vous êtes également porte-parole de l'INRIA sur l'intelligence artificielle. J'en oublie, hein, vous avez un CV très chargé. Marc Fargeas, vous êtes responsable veille, prospective et études stratégiques à la direction innovation de Malakoff Méhéric. Et vous nous présenterez les points saillants de l'étude publiée en 2018 sur l'IA et le capital humain, étude réalisée en lien avec le Boston Consulting Group. Et puis enfin, Rémi Merciol. Alors, pour être très honnête, nous nous connaissons avec Rémi et, et nous avons l'habitude de nous tutoyer, donc je vais continuer cette habitude. Tu es donc directeur GPEC au groupe La Poste. Après une carrière opérationnelle, donc tu as rejoint le groupe La Poste au sein des RH et tu nous présenteras ton regard sur les applications IA dans le monde RH. Merci à vous trois de votre présence et des éclairages que vous allez nous apporter. Donc un petit rappel, on va essayer de tenir le temps. Donc 10 minutes de présentation environ, puis 20 minutes de débat avec la salle. Et évidemment, il y aura des frustrés, mais c'est la règle des 5 C, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Eh oui, il y en a 5, Bertrand. Alors justement, on va commencer ensemble. Peut-être que vous pouvez commencer par nous donner une explication de ce que c'est que l'IA à travers quelques faits marquants. Bien sûr. Alors la zapette est là. Merci Rémi. Ça marche, ça marche. J'ai des assistants. Ça marche pas. Super. Si, si. Ah, très bien. Bon. Alors, en fait, oui. Je défile. Si ça. Voilà. Alors, on va y arriver. Alors, c'est quand même une histoire ancienne, l'intelligence artificielle. Hein.
En dehors des rêves des gens de science-fiction dans les années 40, les années 40 ont quand même été marquées par la définition de ce qu'est un neurone formel, hein, c'est 1941 ça. Mais enfin, le vrai départ, c'est 56, hein, le congrès de Dartmouth, où un certain nombre de gens se sont réunis, des spécialistes qui ont défini ce que c'était que l'IA. Puis après, donc c'est une histoire de plus de 60 ans. Il y a eu des hivers. Un premier hiver sur la capacité des réseaux neuronaux à appréhender des comportements non linéaires, qui a fait que la recherche s'est un peu arrêtée dans les années 70. Un autre hiver, les systèmes experts, beaucoup de gens avaient cru très fort dans les systèmes experts dans les années 80, et puis c'est retombé parce que ça passait pas à l'échelle. Et donc là, depuis maintenant quelques années, c'est un développement énorme, hein, ce qui est en particulier dû à l'existence du web. Hein. Si vous regardez bien, les principaux acteurs de l'IA sont aussi les principaux opérateurs du web. Les GAFAM, les BATX en Chine, etc. Et donc là, on est plutôt dans ce... Alors, je ne sais pas si c'est printemps ou été de l'IA en ce moment. Ce n'est pas encore le 3e hiver, mais peut-être que il pourrait y en avoir un. Je vous dirai ça un peu plus tard. Peut-être une définition quand même. Hein, dans 56, le workshop de Dartmouth, vous voyez, hein, avancer sur la conjecture que tous les aspects de l'apprentissage ou d'autres caractéristiques de l'intelligence peuvent être décrits si précisément que l'on puisse fabriquer une machine capable de les simuler. Donc tous les aspects de l'intelligence, raisonner, décider, interpréter, apprendre, mémoriser, collaborer, etc. Tout ça, on peut éventuellement le simuler dans une machine. La définition, on a parlé tout à l'heure de la mission de Cédric Villani. Ils ont pris une définition qui ressemble un petit peu à ça finalement. C'est un programme informatique qui vise à effectuer au moins aussi bien que des humains des tâches nécessitant un certain niveau d'intelligence. Après, voilà. Des faits marquants. Alors, d'abord, il y a eu, il y a 7 ans maintenant, Watson d'IBM. Vous avez sans doute entendu parler de Watson, hein, qui est un des systèmes phares maintenant qu'IBM exploite, notamment dans le domaine de la santé, mais aussi de la banque, de l'assurance. On en entend encore certainement parler tout à l'heure. Qui a gagné à Jeopardy. Alors, c'était pas de l'apprentissage, c'était du langage naturel, de la fouille du web à toute vitesse, et puis surtout répondre avec du calcul intensif, parce qu'il fallait répondre en moins de 3 secondes, puisque les candidats humains, eux, allaient à cette vitesse-là. L'apprentissage profond a battu les algorithmes de reconnaissance d'images, ça c'est très important. En 2012, ça a été vraiment le déclenchement des choses. Tous les ans, il y a une campagne de reconnaissance d'images et ça stagnait dans les 20-25% d'erreurs. L'apprentissage profond les a tous battus en 2012 en descendant à 15%. Maintenant, avec encore plus de données, plus de calculs, on arrive à des taux d'erreur inférieurs à 5%, ce qui est quand même, et tout le monde fait de l'apprentissage profond maintenant en reconnaissance d'images. Bon, DeepMind avec les jeux Atari, avec le Go, évidemment, on en a beaucoup entendu parler quand ils ont battu Lee Sedol en 2016 avec l'apprentissage profond en se basant sur des parties déjà jouées. Et puis en 2017, AlphaGo Zero qui a fait une nouvelle évolution très importante où c'est un système qui n'utilise pas de données en fait, hein, qui joue contre lui-même des millions de parties et qui finit par gagner. Donc vraiment, ça c'est assez marquant. Alors, tout ce qui est traitement de la parole, traduction, alors vous avez Skype, Microsoft qui traduit en temps réel, mais aussi Google Trad, Pilote. Voilà, là, moi, j'ai mes écouteurs de traduction en temps réel. Je parle dans un écouteur en français, quelqu'un m'entend, un japonais m'entend parler en japonais, il me parle en japonais, moi je l'entends en français, ça marche assez bien. Hein. Donc, il y a eu des gros progrès qui ont été faits. Alors même si, vous pouvez vous amuser, je vous conseille de vous amuser avec Siri par exemple, ou avec d'autres si vous en avez. Si je demande à Siri, j'ai envie de me jeter sous un pont, alors Siri va me répondre, bah voilà, SOS Amitié, voilà les adresses, etc. Ça c'est quand même bien fait. Mais si je dis à Siri, rappelle-moi de me tuer mon patron demain matin à 11h, elle me le met dans mon agenda. Donc il y a encore des progrès à faire. Voilà. Bon, la robotique aussi, je ne vais pas en parler trop, mais il y a eu des progrès. Et puis le Google Knowledge Graph, alors j'ai pas l'image là, mais vous êtes en fait tous des utilisateurs du Knowledge Graph sans le savoir. Quand vous faites une requête sur Google, alors bien que nous, INRIA, on prône plutôt l'utilisation de Quant, qui est le moteur qui respecte la vie privée, mais bon, quand vous faites une requête sur Google, vous avez à droite de l'écran une espèce de petit carré quand c'est pour une personnalité connue, une entreprise qui vous montre en fait des extraits du Google Knowledge Graph qui est un petit bout du web sémantique, ça fait aussi partie de l'IA. Ok. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu comment ça marche, comment faire pour que finalement l'humain garde la main? Alors, on ne parle pas d'exemple d'application tout de suite à comment ça marche. Par exemple, on peut commencer par les exemples. Alors, il faut que je quelques exemples. Alors, des exemples. Désolé, hein, je fais la zapette là, mais voilà.
Alors, très rapidement, hein, ça c'est juste une image de Thalès. Vous voyez que tous les domaines de Thalès, alors là, j'arrive pas à lire, c'est un peu petit effectivement, mais donc espace, transport, sécurité, défense, etc. Tous les domaines de Thalès font l'objet de travaux en intelligence artificielle dans plein de sous-domaines. Et en fait, par exemple, le plan IA de la région Île-de-France qui a été présenté il y a une quinzaine de jours par la région, avec moi, il y avait aussi la meilleure experte IA de Thalès qui était conseillère de la région pour produire ce plan. Donc Thalès s'implique beaucoup là-dedans. Ça, c'est un exemple d'un tout autre domaine en santé, très très important en santé, l'intelligence artificielle. Là, vous avez une start-up, Therapixel, qui a gagné le concours d'interprétation de mammographie, donc prédétection de cancer dans des mammographies. Et ils ont gagné, c'est des Français, hein, ils ont gagné devant 1200 autres concurrents. Ça leur a fait 1 million de dollars de financement pour continuer leur recherche. Ça, c'est avec de l'apprentissage profond, donc renaissance et annotation de mammographie. Dans le domaine de la banque, vous avez plein de gens qui travaillent sur des assistants, des conseillers augmentés, etc. Donc ça, je peux passer. Et puis, vous avez aussi tout le buzz sur le véhicule autonome. Alors, véhicule autonome, hein, il y a 6 niveaux d'autonomie, 0 pas autonome du tout et 5 totalement autonome. En ce moment, en gros, on est au niveau 2, même si Tesla dit qu'elle commence à avoir une niveau 3. Niveau 3, ça veut dire qu'il faut quand même, en gros, rester éveillé, garder les mains sur le volant souvent. Les vrais niveaux d'autonomie, c'est 4 et 5, où en gros, on peut dormir et laisser la voiture faire toute seule, mais sauf qu'au niveau 4, si jamais elle est en difficulté, tout d'un coup, elle vous réveille et vous dit « je suis en train de dépasser un camion dans une côte ». Je ne sais plus faire, débrouille-toi, il y a une voiture qui arrive en face. Donc le niveau 4, c'est peut-être pas celui qu'on conseillerait. Niveau 5, on peut dormir dans la voiture. Mais là, vous voyez, tout le monde investit là-dedans, c'est énorme. Et puis, juste encore 2-3 exemples. Là, vous avez la liste des 10 startups qui étaient sélectionnées dans le AI Challenge de la région Île-de-France, dont les gagnants ont été présentés il y a peu de temps. Et donc là, vous voyez des tas d'exemples différents de la production industrielle, des lunettes intelligentes, de la gestion de drones dans l'espace aérien, la livraison sur le dernier kilomètre, un scanner d'œuvres d'art, enfin énormément de choses différentes dans tous les domaines. Tout ça pour dire que les applications, en fait, elles sont partout, partout, partout. Et alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, il y a 2 types de méthodes. Il y a les méthodes, en gros, les systèmes faits à la main. Des règles, des arbres de décision, des réseaux, des graphes, des modèles logiques, etc. Tout ça. Donc on met des gens, des ingénieurs qui représentent la connaissance et ensuite on exploite ça en général par des moteurs de raisonnement qui utilisent la connaissance représentée par des personnes et qui déduisent des choses. Donc c'est très bien parce que c'est explicable. Évidemment, on peut tracer, puisqu'on a écrit tout soi-même, on peut retracer le raisonnement. Donc on peut dire pourquoi le système est arrivé à telle conclusion. Par contre, ça coûte cher parce qu'il faut mettre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des problèmes énormes de passage à l'échelle, de cohérence, etc. Donc c'est très difficile et très lent. Et puis vous avez le système apprentissage automatique à partir des données. Donc vous avez énormément de données, ça c'est l'apprentissage profond, des millions d'exemples, des millions de paroles enregistrées, des millions de cas de crédits accordés par des banquiers. Et vous apprenez la sortie à partir de ça. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il y a peu d'opérations humaines à part de construire l'algorithme d'apprentissage, mais on a du mal à voir ce qui se passe à l'intérieur. En fait, ce sont des boîtes noires, non pas boîtes noires au sens de celle d'un avion. Quand on la trouve, on comprend tout ce qu'il y a dedans. Mais boîtes noires, même quand on l'ouvre, en fait, on voit ce qu'il y a dedans, mais on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est plus embêtant. Alors, le raisonnement symbolique, voilà, ça c'est les règles. Tout homme est mortel, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Voilà. Si le client est dans la catégorie Gold, son panier contient 3 articles, etc., on lui fait une réduction de 5%. Ça, c'est vraiment les règles. Hein, ça c'est relativement connu. L'apprentissage, en fait, on part des données en entrée. Et on appelle ça de l'apprentissage supervisé ici. Voyons voir, oui. Dans l'apprentissage profond, qui est celui qui est en vigueur le plus en ce moment, vous avez un modèle, vous avez des données d'entrée, un modèle qui va transformer les données, un modèle qui va produire une sortie. Vous comparez la sortie obtenue à une sortie désirée qui a été donnée par un superviseur humain. Donc c'est pour ça qu'on appelle cet apprentissage supervisé. Il y a des personnes qui ont donné la sortie désirée. On compare la sortie désirée avec la sortie obtenue, calcul d'erreur, on rétropropage l'erreur dans le modèle, ce qui permet d'améliorer petit à petit le modèle et de faire que quand on a présenté des millions et des millions d'exemples à ce système, avec des millions d'exemples de sorties désirées,
Et bien au bout d'un moment, le système finit par converger grâce aux algorithmes d'optimisation vers un modèle qui produit la sortie désirée. Donc ça, c'est l'apprentissage profond, c'est ce qui est très puissant en ce moment. Vous n'avez pas besoin de lire tout ça, mais ça demande énormément de calculs. Là, je prends un réseau de neurones de 6 ou 7 couches qui prend des imagettes en entrée, 100 000 pixels en entrée, ce sont des tout petites images. 100 000 en sortie, c'est ce qu'on appelle de l'auto-association, c'est-à-dire qu'on met la sortie égale à l'entrée, et à l'intérieur, on comprime, on passe par 100 au milieu, ce qui fait qu'on a une version comprimée de l'image au milieu du réseau. Voilà. Et donc, pour entraîner ça, c'est 4 milliards d'opérations dans un sens, 10 milliards pour faire dans les deux sens, calculer la sortie et rétropropager l'erreur. Vous prenez 1 million d'images, 1000 cycles de calcul pour arriver à ça, et ben ça vous fait 10 puissance 19 opérations, 10 milliards d'opérations. Voilà. Et donc vous achetez, alors au lieu d'en acheter un, vous achetez tout de suite 1000 GPU, ça coûte environ 10 000 euros chacun, donc vous avez investi 10 millions dans une infrastructure de calcul, ben ça prend quand même 3 heures pour faire ce calcul-là. Donc c'est quand même très 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 gourmand, et ça c'est un tout petit exemple en fait. Les GAFAM ont des dizaines, des centaines de millions de grandes images sur lesquelles ils travaillent, donc ça fait tourner les machines. C'est assez violent. Donc on travaille aussi beaucoup sur comment arriver à apprendre avec moins d'exemples, à apprendre avec peu d'exemples, mais c'est toute une autre histoire. Est-ce que vous avez... Là, vous avez... Oui. Alors, je suis désolé, Oui, parce qu'on m'a dit de maîtriser le temps, donc j'essaie de maîtriser le temps. Peut-être un message à nous faire passer sur les enjeux de la technologie, sur les enjeux dans les entreprises à proprement parler. Un message, en fait, c'est vrai qu'on discute beaucoup autour de l'impact social de l'intelligence artificielle, de l'éthique, de la déontologie, etc. En fait, il y a pas mal de gens qui écrivent dessus. Moi, j'aime bien le guide de survie que Microsoft a sorti il y a quelques mois, qui dit finalement placer l'humain au cœur de la machine, donc mettre l'IA au service de l'humain, contrôler l'IA, contrôler de manière à être sûr que les résultats sont compatibles avec toutes nos règles, toutes nos attentes, et puis la rendre accessible à tous, avec ces valeurs qu'il prône, donc équité, fiabilité, responsabilité, inclusion, confidentialité, sécurité, transparence, qui sont des bonnes valeurs. Tout le monde en Europe, en fait, on réfléchit beaucoup à ces aspects-là, et vous l'avez dit effectivement, peut-être un peu plus qu'ailleurs, donc c'est important. Juste un tout petit mot sur la partie, je suis allé très vite sur la boîte noire, mais prenez bon, je prends un exemple de banque aujourd'hui, et voilà, je discute avec le chatbot de la banque. Voilà. Est-ce que tu m'as donné mon crédit? Non. Ah bon, c'est embêtant. Et pourquoi? Peux-tu me dire pourquoi je n'ai pas obtenu mon crédit? Non. Ah, mais pourquoi ne peux-tu pas me dire pourquoi j'ai pas obtenu mon crédit? Parce que je suis une intelligence artificielle entraînée avec des données, avec de l'apprentissage profond, et je ne sais pas produire d'explications. Ah, me voilà bien avancé. Et est-ce qu'au moins tu peux prouver que ta décision est correcte? Non, on ne sait pas prouver formellement les résultats d'un système entraîné par apprentissage profond avec des données. Et est-ce que tu as été certifié par un organisme qui te permet de faire confiance? Non, on ne sait pas aujourd'hui certifier les systèmes par apprentissage. Donc vous comprenez derrière ça, c'est la question de la confiance. Si on n'a pas confiance dans ces systèmes, on va les rejeter. Donc le prochain hiver de l'IA, le prochain hiver. Alors, hiver sociétal, les gens diront non, on n'a pas confiance, on n'en veut pas. Donc c'est un gros risque en fait pour l'intelligence artificielle en ce moment, d'où le fait qu'on se mobilise, tout le monde se mobilise sur ces questions de véracité, d'explicabilité des systèmes, de manière à ce que la confiance existe, parce que sinon, effectivement, le troisième hiver, il sera pour dans quelques années. Il y a d'autres raisons d'avoir de l'hiver, mais celle-là en est une bonne. Merci Bertrand. Oui, je pense que... Donc je regarde notre fil roux et a priori tout se passe bien. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci pour cette présentation. Alors, comme je vous le disais en introduction, on a voulu un comité national interactif. Donc, je vais me diriger vers le mur qui se trouve donc
Alors je suis désolé pour les gens qui suivent en vidéo, je vais être invisible pendant quelques minutes. Voilà, vous avez ici un mur qu'on a voulu être le mur des revendications. Alors ça vous fait de l'exercice aussi pour ceux qui sont devant, ça fait tourner la tête. Donc avec trois questions importantes. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est... En gros, on vous demande de définir ce qu'est pour vous l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle, ça peut aider car... Voilà, en quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait m'aider dans mon quotidien, dans mon travail. Et la troisième question, l'intelligence artificielle, ça peut faire peur car, n'oubliez pas, hein, notre question n'a même pas peur pour interrogation sur notre comité national. Donc vous avez à votre disposition des post-it. Voilà, vous en prenez un, vous en prenez deux, vous en prenez trois. Alors pas tout le bloc s'il vous plaît, parce que sinon on n'en aura plus. Et tout au long de la journée, de cette journée et demie, hein, jusqu'à demain, vous pourrez venir coller une revendication sur le mur. Et on fera de temps en temps voilà, une petite lecture de ce qu'on a pu voir sur le mur, voilà, de quelques phrases retenues. Voilà, donc vous pouvez vous lever à tout moment, vous pouvez le faire pendant la pause, pendant le déjeuner, quand vous voulez. Ce mur est pour vous. Voilà. Très bien, merci Jérôme. Marc, c'est à nous. Donc voilà. Nous venons de voir les applications de l'IA. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, réalisé une étude en lien avec le Boston Consulting Group sur l'impact du déploiement des technologies d'IA sur le capital humain. Alors cette étude, elle se base, j'ai noté, sur une étude quantitative qui a été menée par l'Institut Harris auprès de 988 salariés. Dont 522 cadres, 252 dirigeants, mais également en lien avec les partenaires sociaux, avec des experts, etc. L'objet de cette étude, c'est de donner à voir les enjeux, mais aussi, et peut-être surtout, les impacts du développement de l'IA sur les collaborateurs. En un mot, pouvez-vous nous en dire plus, enfin même en plusieurs mots? Oui, en plusieurs mots, effectivement. Merci. Donc, effectivement, avant de repréciser les détails de cette étude, peut-être une petite pause pour expliquer pourquoi Malakoff Médéric, groupe de protection sociale, on s'intéresse à ces sujets. Depuis 10 ans, effectivement, on construit une expertise autour des notions de capital humain et de l'impact de l'humain sur la performance à travers diverses actions, des études, de la veille, plus fort, d'accord. Une activité de veille, de prospective, des partenariats avec des institutions de recherche et d'enseignement, comme le CNAM notamment, avec qui on a un partenariat stratégique, de la R&D, de l'analyse de la data science, ce qui nous a conduit effectivement à nous intéresser au sujet de l'intelligence artificielle et de son impact en entreprise. Donc effectivement, cette étude, on a interrogé au total quasiment 2000 personnes, vous l'avez dit, des dirigeants, des managers, des salariés, à travers une étude quantitative. On a mené également une revue de littérature avec le CNAM, puisque c'est un sujet évidemment très traité. Et on a mené aussi des entretiens qualitatifs avec des experts, des représentants d'organisations syndicales, avec des praticiens, avec des chercheurs, dont Bertrand Braunschweig présent ici, pour essayer de voir quels étaient en fait les impacts de l'intelligence artificielle lors de son application en entreprise. Voilà pour les quelques mots. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Donc Bertrand l'a rappelé beaucoup mieux. Ce qui me rassure, c'est qu'on a la même définition. Ce qui est plutôt rassurant. On a fait ça aussi, puisqu'il s'agit d'un sujet qui est quand même relativement compliqué et on voulait être sûr, avant d'interroger nos échantillons, que tout le monde avait la même chose en tête. Donc pour rappel, c'est des programmes informatiques qui réussissent à faire des choses qui étaient jusqu'à présent plus facilement, enfin fait de meilleure façon par des humains, à cause de processus mentaux de haut niveau, reconnaissance, apprentissage perceptuel, etc. Et on a commencé par une question toute simple qui était en fait la connaissance, en fait, la familiarité de nos échantillons avec cette notion-là. Et on a été plutôt rassurés puisque 86% des gens avouent utiliser ou reconnaissent utiliser des applications d'intelligence artificielle à titre personnel ou professionnel.
les Waze, les Google Translate, enfin, vous avez cité tout un tas d'exemples, et les gens savent aujourd'hui que c'est de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était plutôt bien. Ça veut dire que voilà, on lançait une étude sur un sujet qui était quand même pas totalement lunaire pour les personnes interrogées. Quand on a demandé ensuite aux dirigeants, cette fois, s'il s'agissait de quelque chose de prioritaire, là, on a été un petit peu plus refroidi, puisque aujourd'hui, donc en 2018, l'étude a été menée au premier trimestre, fin du premier trimestre, seuls 20% des dirigeants, 1 sur 5, considèrent que l'IA est un sujet stratégique aujourd'hui, et ils sont à peine le double quand on leur demande de se projeter à 5 ans. Donc là, quand même, un petit doute par rapport à la réalité en fait, de cette notion-là en entreprise. D'accord. Et l'étude nous montre aussi comment l'IA est globalement perçue, c'est ça? Oui, absolument. Donc, on a cherché à savoir quelles émotions positives et négatives ça évoquait auprès des dirigeants, des managers et des salariés quand on parlait de l'IA, pas en général, mais dans une entreprise et principalement la leur. Donc sur ce sujet, sur la partie plutôt positive, alors la page est peut-être un petit peu petite, mais il y a beaucoup de bénéfices qui sont attendus du déploiement de l'intelligence artificielle en entreprise. Petite pause, voilà. Ce ne sera pas décompté sur votre temps. J'espère bien. Donc des attentes. Voilà, donc c'est aussi peut-être pour dire de parler plus fort. Des attentes en termes de performance, principalement des attentes en termes de rapidité, qualité d'exécution, facilité en fait de prise de décision, d'une part, donc plutôt assez haut, et ensuite des attentes positives en termes d'impact sur le travail, son organisation, et puis l'organisation de l'entreprise, la manière dont finalement l'information va circuler dans l'entreprise et la manière dont tout ça va se mettre en œuvre. Et le corollaire de tout ça, c'est également des attentes en termes d'amélioration des pratiques managériales. Ça, c'est un peu le tableau idéal. Vous remarquerez que les dirigeants se prononcent de manière beaucoup plus marquée sur les bénéfices attendus, là où les salariés, eux, sont beaucoup plus en retrait. En fait, ils sont quasiment un tiers à ne finalement pas trop savoir quoi penser en termes de bénéfices de l'intelligence artificielle en entreprise. Quand on regarde voilà, le revers de la médaille sur les craintes, et bien finalement, ouais, un petit truc qui a bougé en haut de la page, mais ce qui est intéressant dans cette page, c'est que la crainte principale quand on parle d'IA en entreprise, c'est souvent une crainte en termes de volume d'emploi et de destruction d'emplois. On se rend compte sur cette page que c'est pas forcément la crainte principale, alors certainement pas des dirigeants, mais elle se place à égalité en termes d'impact avec d'autres dimensions, notamment pour les salariés, des craintes autour de la génération de reporting et de contrôle, dans un contexte d'être noyé en fait sous la data, et des craintes autour de la déshumanisation du travail, la perte du lien social, et puis la question aussi de l'éthique. On l'a vu, c'est une préoccupation réelle qui va avoir des impacts sur la réglementation, mais aussi en entreprise, ça pose des questions sur la protection des données personnelles, sur le respect de la vie privée, sur la question des biais en fait liés aux algorithmes, qui est quelque chose qui est assez présent et encore plus présent pour les managers, et ça c'est un point qu'on a remarqué qui est un fil rouge de l'étude. Pour nous, les managers sont ceux qui aujourd'hui même sont plus au contact en fait des projets d'intelligence artificielle, et ce sont eux qui expriment cette crainte de la manière la plus aiguë. D'accord. Et peut-être qu'il y a des grands enjeux en termes de RH, oui. Et en termes de management des collaborateurs. Oui, absolument. Ce qu'on a essayé de faire sur cette page, alors qui est un peu touffu, mais que je vais essayer d'expliquer le plus rapidement possible, c'était de dire, alors non pas avec une approche quantitative, mais quels étaient les profils de transformation des emplois par rapport aux échanges qu'on avait pu avoir avec tous ces experts. Ce qu'on pense, c'est que les extrémités du spectre, c'est-à-dire les métiers qui seront très peu impactés par l'intelligence artificielle à droite et ceux qui seront totalement remplacés à gauche,
sont finalement pas la majorité des cas. En fait, dans la majorité des emplois, on va assister en fait à une transformation assez profonde des manières de procéder, soit que les emplois soient en fait augmentés par l'intelligence artificielle, dans une logique qu'on a qualifiée de capacitante, où en fait l'intelligence artificielle permet de faire plus, mieux, plus rapidement et dans de meilleures conditions. Elle permettra aussi, toujours dans cette logique capacitante, de faire peut-être sortir de la responsabilité des salariés des tâches administratives automatisables de manière assez facile. Et donc là aussi, un recentrage sur la valeur ajoutée. Dans une logique un peu moins positive, rationnalisante, on verra peut-être l'interversion en fait de la responsabilité entre l'humain et la machine, des types d'emplois où finalement c'est la machine qui décide, qui organise, qui récupère les tâches à valeur ajoutée, et l'humain qui est cantonné à des tâches d'exécution. C'est malheureusement ce qu'on voit parfois dans le domaine de la logistique et qui pose des vraies questions et qui sont importantes pour nous en termes de risques psychosociaux notamment. En termes d'impact et pour poursuivre, on a posé la question aussi des impacts attendus sur la santé au travail. Donc sans rentrer dans le détail, globalement, tout le monde s'attend à ce que la santé au travail soit améliorée avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Déjà à travers un meilleur reporting, une meilleure connaissance, compréhension en fait des facteurs et des déterminants de la santé au travail, et donc une capacité augmentée d'anticipation et de prévention. Ce qui est un peu contradictoire avec l'émergence aussi de nouveaux risques de type psychosociaux qui pourraient être causés par justement cette dégradation du lien social qu'on a vu émerger un tout petit peu plus tôt. Donc ça c'est sur la santé au travail. Et ensuite, ce qu'on a vu finalement, et c'est un peu la conclusion de l'étude, c'est que le développement de l'IA est évidemment un sujet technique et technologique par nature, mais c'est évidemment aussi un sujet humain. Et les défis humains, quand on les a listés, apparaissent évidemment au premier plan dans le développement de l'IA. Il y a des questions d'organisation, il y a des questions de compétences, il y a des questions culturelles en fait, d'interaction homme-machine et qui sont vraiment au cœur des transformations dans les années à venir. Très bien. Donc en conclusion, j'anticipe, je me permets. Très bien. On a essayé de synthétiser en fait en 5 grandes préconisations, si vous voulez, les points d'intérêt sur lesquels l'ARH, mandaté par la direction générale, devrait se concentrer dans le cadre de la mise en place de projets de nature IA en entreprise. Le premier point, en fait, c'est vraiment un sujet de mise en place du cadre d'adoption de l'IA, savoir pourquoi on fait ça, donner du sens, gérer les questions d'éthique, se poser les questions en fait du pouvoir finalement qu'on donne à des algorithmes en entreprise, et une question autour de la qualité des emplois de demain dans le cadre de cette interaction. Un deuxième point qui est essentiel, c'est évidemment la gestion du défi des compétences, à la fois pour ceux qui savent faire de l'IA, et on voit que c'est compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde, et c'est des compétences qui sont très disputées, y compris au niveau mondial, mais aussi pour les gens qui vont interagir avec ces IA. C'est pas juste une question d'ingénieur, si j'allais dire. Le DRH devient central. Le DRH devient central. Enfin, on pense qu'il est effectivement au premier plan dans l'application de ça en entreprise. Voilà, 3 autres points. Il y a un vrai enjeu pour la DRH de se positionner en tant que stratège au service des métiers pour repenser en fait l'organisation, puisque ces nouveaux outils vont forcément amener à une reconfiguration des circuits d'information, de prise de décision, de gouvernance. Comment est-ce qu'on accompagne ça? Comment est-ce qu'on accompagne également les nouveaux modes de management qui vont être forcément impactés si l'intelligence artificielle met à disposition de tout le monde de nouveaux outils de décision, de nouvelles manières d'accéder à l'information? Quel est le rôle du manager s'il n'organise pas les travaux, s'il n'a pas un rôle de contrôle et de diffusion aussi de l'information? C'est une question. Il y a un vrai enjeu en 4e lieu
d'animation du lien social et sociétal, comment on s'assure en fait que cette diffusion de l'IA ne soit pas cantonnée à certains secteurs, à certains territoires aussi, dans le cadre de cette concentration des moyens. Donc il y a un vrai sujet de rendre les bénéfices de l'IA tout au moins accessibles à tous. Et un petit clin d'œil en conclusion, puisqu'on on partage ces travaux-là pas mal avec des DRH, c'est de dire que la DRH étant une fonction qui brasse beaucoup de data, qui a aussi dans sa responsabilité beaucoup de tâches de nature administrative et de reporting, est un terrain tout à fait propice à la mise en place de projets d'IA, ce qui présenterait le bénéfice en fait, d'avoir une DRH à la fois actrice du déploiement de l'IA et en même temps en conseil pour la direction générale et pour les métiers. Merci beaucoup Marc. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Très bien. On continue donc avec Rémi. On vient de l'aborder, hein, les impacts de l'IA sont importants. Mais à la Poste, est-ce qu'on est concerné et en quoi ? Oui, Stéphane. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir contribuer à cette réflexion autour de l'IA. Alors, la Poste... oui, je prends la zapette. Hop. Voilà. On peut travailler. Pas trop vite. Ce n'est pas géré par l'IA, c'est uniquement géré par nos doigts. C'est de la digitalisation pratique. Voilà. Très bien, on y est. Alors, en fait, la Poste, bien sûr, alors c'est une entreprise de service, hein, mais qui est complètement impactée par l'IA, bien évidemment. Alors, vous le savez peut-être, ces 5 branches d'activité, hein, et toutes ces 5 branches d'activité sont impactées, hein, que ce soit la banque postale, le réseau, la branche service courrier colis, Géopost et la branche numérique, puisque nous avons fait le choix d'avoir une branche numérique qui est dédiée finalement à ces activités, au développement et à impulser effectivement toute la dynamique autour de la data et de l'IA. Et j'y reviendrai. Alors, on a coutume effectivement, lorsqu'on partage ce sujet-là avec les équipes, les postiers, les managers, mais aussi les organisations syndicales, voilà, de le présenter en 5 points, puisque finalement, l'IA s'insère dans un écosystème et s'insère complètement dans notre stratégie. Alors vous le voyez, hein, sur le visuel, ça démarre par la numérisation. Bien évidemment, il y a un enjeu, vous imaginez bien, pour les opérateurs posteux qui est immense, hein, au regard de la numérisation, hein, puisque ça impacte complètement les métiers historiques que sont la distribution du courrier. Alors, on peut dire digitalisation aussi, Stéphane, oui, si tu préfères. Merci. Bien sûr, les nouveaux comportements clients, l'ouverture sur l'extérieur, la coopération, la complexification de la réglementation. Donc ça, je le cite parce que c'est fondamental aussi pour bon nombre d'entreprises, mais notamment pour l'opérateur postal, hein, notamment pour les métiers de la banque et de l'assurance. Et puis, le big data et l'IA. Alors, je les mets ensemble. Nous, on a coutume de les mettre ensemble parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'IA ou sans data et sans bonne data, hein, bien rangée, je dirais. Enfin, voilà, c'est essentiel. Et autour de ça, alors, je le partageais encore avec on a intégré un nouveau CDO, hein, Pierre-Étienne Bardin, notre Chief Data Officer, qui s'occupe particulièrement de ces sujets-là et avec lequel la RH travaille en étroite collaboration. On a 4 dimensions. On a bien sûr une dimension complètement technique, hein, ce qui est sur la construction finalement de notre data lake, hein, effectivement, puisque l'entreprise La Poste brasse des données par millions, hein, vous imaginez bien, on est dans la loi des grands nombres. On a une dimension IA. Alors, on a fait le choix, en termes d'organisation, de créer un centre de recherche et développement autour de l'IA, hein, avec des profils extrêmement pointus, des data scientists, hein, on en a plus de 50 maintenant, qui prestent pour l'ensemble des branches d'activité. Alors, les branches, bien sûr, ont aussi leur sujet qu'elles animent elles-mêmes, mais effectivement, on a ce centre de référence qui est très, très précieux pour nous. On a tout ce qui touche autour du data management, comment effectivement on manage tout cela. Et on a une communauté, hein, qu'on anime également de plus de 400 interlocuteurs data IA que l'on anime régulièrement. On les a réunis début octobre et on le fait régulièrement. Et ensuite, je terminerai par le capital humain, parce que je crois que c'est évidemment, et en tant que RH, le plus important. Et notre sujet, alors ça a été dit, hein,
par Marc et Bertrand, mais le sujet le plus important, évidemment, c'est le développement des compétences, c'est la formation, et je vais revenir sur ces points-là. Et vous, qui êtes des cadres, vous avez évidemment un rôle clé à jouer dans ce sujet-là, avec évidemment des questionnements sur les impacts de l'IA. Alors finalement, comme Malakoff, Médéric, nous avons également fait une étude. Alors, la placer dans le contexte, c'est notre président, Philippe Val, a souhaité que chacune des branches élabore une feuille de route IA. Voilà, définissent effectivement quels sont les objectifs, fassent l'inventaire effectivement de l'état des lieux et disent voilà comment elles souhaitent y aller, quelles sont les expérimentations en cours, et on en a plein, dans toutes les branches, on a effectivement de l'IA qui est déjà présente. Et nous, RH, notre rôle a été effectivement d'identifier les impacts sur les différents métiers de la Poste. Donc nous avons pris les grands métiers. Ici, vous avez une illustration sur 3 métiers. Le livreur, c'est le facteur. Le gestionnaire logistique, c'est l'agent dans une plateforme industrielle du courrier, pour être très concret. Et puis le service client, c'est effectivement tous nos vendeurs. Avec effectivement voilà, un slogan que nous utilisons finalement pour envoyer un message de réassurance, de confiance, en disant que tous les métiers se transforment à la Poste, mais aucun ne vont disparaître. Et c'est un peu vrai, parce qu'effectivement, les métiers se transforment, des métiers deviennent des compétences deviennent des métiers. Enfin, on a des éléments effectivement de transformation permanents. Et là, ça a été dit, mais je confirme bien que la DRH joue un rôle fondamental. À la fois, elle doit se transformer elle-même et elle doit contribuer fortement à la transformation de l'entreprise. Et c'est ce que nous essayons effectivement d'impulser aussi avec nos partenaires organisations syndicales, bien sûr. Et justement, la question, c'est comment est-ce que ces questions sont intégrées dans le dialogue social avec les partenaires? Alors, plusieurs éléments. Voilà. Donc, peut-être revenir rapidement sur un accord majeur, alors qui est un petit peu, qui a été signé en 2015, l'accord du 5 février 2015, qui pour nous est un accord d'engagement majeur, qui a été signé par la CFDT, bien sûr, comme il se doit, entre autres. Il y en a eu d'autres depuis, bien évidemment, mais c'est un accord de référence qui part du principe qu'on est en train de construire la Poste de demain avec les postiers d'aujourd'hui. Évidemment, c'est hyper déterminant, c'est hyper engageant. L'entreprise a des engagements forts, les postiers aussi, bien sûr, doivent prendre des engagements pour se former, pour développer leurs compétences. C'est l'élément clé. Ce sont des enjeux qui sont portés au plus haut niveau. Notre président, régulièrement, bien sûr, partage les enjeux stratégiques avec les organisations syndicales, et il a souhaité le faire, notamment dans le cadre de ce que j'ai cité tout à l'heure, cette construction de feuilles de route IA, qui a été partagée effectivement au plus haut niveau avec les organisations syndicales et ensuite se décline dans les différentes branches. Et puis nous avons aussi un outil qui est fort intéressant. Stéphane, tu le confirmeras, je l'espère, enfin je pense, tu es très actif. Nous avons créé un observatoire des métiers et des compétences qui maintenant a pris sa vitesse de croisière, qui a été créé en 2015, qui fait suite à l'accord Un avenir pour chaque postier, et qui effectivement aborde les sujets sans tabou, de manière très très précise, et notamment, alors pour citer qu'une des dernières réunions de novembre 2017, où nous avons consacré l'Observatoire des métiers et des compétences intégralement sur l'IA. Nous avons invité IBM pour nous présenter Watson. Nous avons invité le CDO, nous avons invité d'autres entreprises pour avoir ce regard croisé et effectivement pour pouvoir nous questionner de manière large sur les impacts de l'IA. Et puis ensuite, bien sûr, comme dans bon nombre d'entreprises, nous avons des commissions de dialogue social régulières et nous abordons ces sujets-là. Le sujet de la GPEC est abordé là aussi de manière assez approfondie. On évalue effectivement ensemble et on partage les impacts quali, et je pense que c'est juste effectivement nécessaire pour bien avoir le sens et la compréhension des éléments. C'est un peu le pont avec ce que disait Marc par rapport à son étude. Finalement, la GPEC, c'est un des outils qui permet de mettre en pratique l'étude qui a été faite. Voilà, l'étude aussi qu'on a faite et partagée avec le personnel et les organisations syndicales, c'est de se dire finalement que
toujours avoir une vision large des choses, voir dans quel écosystème effectivement rejaillit l'IA et quels sont les impacts. Et nous, on s'est dit évidemment, et ça va de soi, hein, sur la transformation des métiers, c'est évident, hein, on pourra y revenir, sur le développement des compétences transverses, et notamment ça doit résonner effectivement avec vous tous, hein, qui êtes des cadres, hein, c'est évidemment, ça questionne les compétences transverses. On voit bien qu'il y a au niveau des soft skills un sujet, je vais y revenir. Alors pour autant, il ne faut pas se tromper. Développer les compétences transverses, ce n'est pas un rempart évidemment contre l'IA, bien évidemment, hein, parce qu'on voit que nos robots font d'énormes progrès et ça va très vite. Hein. En janvier 2017, Cédric Villani disait bon, on a créé des robots spécialistes. On n'en est plus là maintenant. Hein. En 2018, le discours a changé et la réalité est tout autre. Sur la qualité de vie au travail, c'est important, puisque lorsqu'on a, comme la Poste, des métiers qui sont parfois difficiles, hein, le métier de facteur, c'est un métier difficile, on voit bien que l'intelligence artificielle peut lui procurer quelque chose d'intéressant au niveau de sa qualité de vie au travail, la réduction de la pénibilité. Donc ce sont des sujets que nous regardons de manière extrêmement précise. Par exemple, nous avons mis au point, et c'est un petit objet qui embarque de l'IA, un robot suiveur qui effectivement aide le facteur à réaliser sa tournée et lui permet bien évidemment d'être plus à l'aise sur le service qu'il doit rendre auprès du client. Voilà, ce sont un petit exemple qui est réel et qui montre comment on peut améliorer la qualité de vie au travail. C'est évidemment l'évolution de la posture managériale, c'est évident. Ça re-questionne évidemment le rôle du manager, puisque l'information, elle est présente, l'information est là. Quel est son rôle, effectivement, de passer à un manager qui soit peut-être moins directif, mais plus dans l'entraînement, dans la veille de l'engagement, dans le manager qui effectivement pousse au développement des compétences et qui prépare ses collaborateurs à aller prendre d'autres métiers, hein, à les voir quitter, hein, comme dans une famille, les enfants partent. C'est ça le sujet, puisque maintenant, les évolutions de métiers sont très fréquentes. Et puis, effectivement, de nouveaux besoins d'accompagnement, ça c'est aussi clé pour les RH, sur la dimension compétences et formation. Et je vais y revenir également sur des exemples précis que nous mettons en place. Tout à fait. Alors là, je vais aller très vite. Hein, c'est pour illustrer de manière concrète aussi l'étude que nous avons menée en 2017. Vision large de l'IA. On s'est dit que finalement, bon, il y a l'IA certes, mais on va regarder large. Hein. On va regarder automates, robots. On va regarder l'IoT, hein, l'Internet des objets, les nouveaux rôles et manières de communiquer. La réalité augmentée, le big data, etc. Et on a pris effectivement tous les grands métiers que compose l'opérateur postal, hein, la Poste, et de voir effectivement de manière assez précise et analytique quels sont les impacts quanti, quali, avec des étalonnages dans le temps. Alors évidemment, ce sont que des hypothèses, bien évidemment, hein, puisqu'on n'est pas en capacité de dire quels seront les métiers de 2030, hein, nos enfants ne savent pas, enfin le métier qu'ils exerceront n'existe pas encore. Alors justement, est-ce qu'on peut regarder les impacts plus sur le métier RH et comment la Poste anticipe les différentes mutations, comment au final l'entreprise accompagne les cadres? Oui, alors là je vais passer parce que je l'ai dit. Alors, nous on a fait mais comme d'autres grandes entreprises, hein, on dialogue fréquemment avec d'autres grandes entreprises qui connaissent effectivement les mêmes enjeux. On a établi une cartographie des métiers qu'on peut retrouver dans d'autres entreprises et qui est effectivement le reflet de ce qui existe chez nous. Les métiers autour de la data et l'IA sont composés, vous voyez, autour de le data ingénieur, le chief data officer que j'évoquais tout à l'heure et avec lequel nous travaillons vraiment de manière très intime, le data analyst et le data miner, et puis le data scientist. Et ce qui est peut-être plus important, c'est ce qui est à droite, c'est qu'en fait tous les métiers, peu ou prou, sont impactés évidemment par l'IA, et notamment les métiers de la RH, avec des applications extrêmement concrètes. Hein. On a évoqué le chatbot tout à l'heure. Notre métier, puisque je m'occupe également de la mobilité et de recrutement interne,
le métier de recruteur, il utilise déjà largement le chatbot. Hein. On a un chatbot sur notre laposterecrute.fr. Enfin, ce sont des applications vis-à-vis desquelles il faut être très très à l'aise. Il faut les utiliser parce qu'effectivement, il y a une nécessaire exemplarité de la filière RH au regard des autres métiers. Le chef de projet qu'on rencontre dans toutes les entreprises, il doit bien évidemment intégrer une dimension data et potentiellement une dimension IA. Il n'y a plus un seul projet qui ne comporte une dimension data. Hein, donc tout ça, effectivement, impose que l'on se forme et qu'on s'acculture là-dessus. Alors la question chez nous s'est posée de savoir si on doit créer une fonction de AIO, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Alors peut-être chez vous il en existe un, je ne sais pas encore, peut-être que vous êtes déjà posé la question. Alors pour l'instant on n'a pas répondu à cette, enfin on a beaucoup débattu autour de cette question, on ne l'a pas créée, mais peut-être, vous voyez, ça sera un élément qui sera à faire prochainement. Alors justement, j'allais poser la question. Ça tombe bien. Quelle est sa fonction en fait? À quoi ça sert? C'est un peu voilà, Chief Data Officer, vous connaissez peut-être, hein, le CTO, le Chief Technical Officer qui est plus technique, mais qui lui aussi ordonnance, régule les data dans une entreprise. Et l'AIO, c'est celui qui effectivement organise l'intelligence artificielle dans l'entreprise, hein, qui effectivement partage les enjeux, va définir effectivement quelle est la stratégie et voilà comment les applications précises peuvent se décliner dans l'entreprise. Alors, il y a beaucoup d'acronymes comme ça, effectivement, il faut les préciser. D'ailleurs, moi, je préfère, je ne l'ai pas dit, mais je préfère très largement parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle. Voilà, c'est beaucoup plus valorisant et c'est vraiment le sujet, il est là. Alors, si l'on parle des compétences, parce qu'effectivement, je pense que l'AI et la data, c'est vraiment de belles opportunités. Et il faut regarder ça de manière hyper positive. Et c'est comme ça chez nous à la Poste qu'on le porte. J'ai mis de belles opportunités pour le manager, c'est vrai. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 3 tendances de fond qu'on observe bien chez nous. Alors, bien évidemment, le renforcement des compétences d'expertise du numérique et autour de la techno. Ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est le premier élément. Sans doute, et c'est déjà vrai, bien évidemment, et particulièrement à la filière RH, hein, c'est une diminution quelque part, alors c'est un peu compliqué de le dire, hein, mais on va le dire, des connaissances de base du métier. La gestion RH administrative à faible valeur ajoutée, elle est automatisée d'ores et déjà. Hein, donc on voit bien le mouvement vers le développement des compétences. Et le troisième élément, et c'est le plus important, c'est véritablement le renforcement de l'expertise au sens large, avec la capacité effectivement d'intégrer toutes ces innovations. Avec quatre éléments, tout ce qui a trait aux compétences relationnelles. Alors vous allez dire c'est une évidence, mais ensuite il faut que ça prenne corps à travers le développement de compétences. Hein. C'est tout ce qui a trait à l'écoute, à l'empathie, à la réassurance. Ensuite, deuxième dimension, tout ce qui a trait au social, hein, ça a été évoqué évidemment, tout ce qui a trait au travail en équipe, au collaboratif, à la coopération. Ça, c'est évident que c'est quelque chose qui doit se développer. Tout ce qui a trait, si vous voulez, à la compréhension des situations, hein, au situationnel, hein, enfin c'est un peu jargonneux, mais aux situations, vous comprendrez, c'est tout ce qui a trait à la flexibilité intellectuelle, à la résolution de problèmes, hein, parce que les choses se complexifient. Et puis tout ce qui a trait un petit peu au mouvement, à l'évolution. Hein, c'est les compétences autour de l'adaptabilité. Et ce qui est fondamental, et ce que nous devons faire, nous RH, c'est se mettre dans une dynamique qui fait qu'on apprend à apprendre en permanence. Hein. C'est l'entreprise apprenante. Donc ça, c'est clé. Alors comment on l'organise? Nous avons plusieurs éléments. Alors, nous avons déjà la chance d'avoir un institut du management qui s'occupe des 19 000 managers de la Poste et qui effectivement développe des programmes de formation qui ont trait au sujet dont on parle, hein, bien sûr du digital, du numérique, de la data, de l'IA. Et dans la démarche de développement des compétences que nous avons organisée, hein, on a réactualisé dans la GPEC l'ensemble de nos modèles de compétences.
On a bien évidemment créé une famille spécifique dédiée au digital et à la data, hein, qui figure en bonne place dans nos modèles de compétences et qui permet effectivement ensuite d'aligner les formations qui s'en suivent. Et puis le dernier point, voilà, pour finir, oui, bien sûr, merci Stéphane. En fait, on a déployé un grand programme qu'on a appelé Tous numériques, hein, qui a concerné, alors c'est des nombres importants, hein, mais 100 000 postiers, c'est quand même effectivement une belle réussite. Et là, on est en train de faire la même chose sur un programme d'acculturation à l'IA, parce que c'est essentiel effectivement, et ça a été dit, hein, d'abord de comprendre le sens, les enjeux et le contenu de l'IA. Donc c'est une brique supplémentaire que l'on pose sur notre offre de formation, hein, notre offre libre-service, que l'on fait, nous, que l'on porte à la RH et que l'on anime avec la branche numérique. Merci Rémi. Merci à vous trois. Je redonne la main